Bonjour Jean Motte. Bonjour Sylvie, merci de l'invitation. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors Jean, vous êtes acupuncteur, enseignant et spécialiste reconnu de l'acupuncture traditionnelle taoïste. Depuis plus de 30 ans, vous dirigez le centre Imhotep à Versailles et depuis 2025 à Périgueux, en Dordogne. Avant de parler du Tao, expliquez-nous comment vous en êtes venu à pratiquer l'acupuncture taoïste et de quoi s'agit-il? L'acupuncture vise à enlever les stagnations. Et on fait une stagnation quand on n'est pas dans la fluidité. Et le Tao, c'est justement, parce qu'on va tenter de le définir, le Tao, c'est la fluidité. Donc ça veut dire qu'en tant qu'acupuncteur, il m'est apparu évident qu'on ne pouvait pas faire de l'acupuncture sans le Tao, sans avoir l'esprit du Tao, c'est-à-dire fluidifier, rendre fluide l'existence de l'être humain. Parce qu'à partir du moment où son existence se trouve dans quelque chose, on va dire, qui l'accroche, qui l'empêche de faire son mouvement juste, alors à ce moment-là, il n'est plus dans ce Tao, et à ce moment-là, il va faire une stagnation, et cette stagnation va entraîner une pathologie. Donc il était évident que c'était une acupuncture taoïste, pour rester dans cette ancienne mouvance en plus, parce que ça date... On retrouve les traces de ce taoïsme moins 1600, donc en 1600 avant notre ère, ce qui veut dire qu'on parle de quelque chose qui a plus de 3600 ans d'existence. Et je pense que c'est important de le signaler parce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont réfléchi à quelle était la quête de l'être humain au moment où on y était, c'est-à-dire il y a 4000 ans pratiquement, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on a perdu? Donc, qu'est-ce qu'on appelle spécifiquement l'acupuncture taoïste? Alors, l'acupuncture taoïste, parce qu'on peut distinguer plusieurs acupunctures, hein. Il y a une acupuncture médicale qui est faite par des médecins qui vont prendre comme référence la pathologie et qui vont faire des points qui ont une spécificité parce qu'ils ont été expérimentés, ce qu'on appelle une randomisation de ces points. Ils ont été expérimentés pour cette pathologie. À partir de là, on appelle ça de l'acupuncture médicale. Il y a une acupuncture médecine traditionnelle chinoise qui, elle, est particulière aussi puisqu'elle va complémenter cette acupuncture avec de la pharmacopée. Donc c'est l'association de la pharmacopée et de l'aiguille qui va permettre de travailler sur cette maladie. Et puis l'acupuncture taoïste, elle a une toute autre particularité. Elle considère que l'être humain tombe malade parce qu'il est plus aligné entre le ciel et la terre. Et donc il n'est plus dans le flux et le reflux du Tao. Le Tao, c'est ce lien, ce mouvement qui se passe entre le ciel et la terre. Et dès qu'on est déconnecté de ce mouvement, eh bien, on va être désaligné, on va perdre le nord ou on sera à l'ouest. C'est en fin de compte, on perd son cap. Et à partir de ce moment-là, la maladie peut se déclencher. Donc le but, c'est pas de travailler sur la maladie, mais sur la cause qui a organisé cette maladie. Et cette cause, eh bien, c'est tout simplement la perte de son chemin. Puisque le Tao, ça veut dire chemin. Dans votre enseignement, vous parlez aussi de chronoponcture. Alors, si tout le monde a entendu parler de l'acupuncture, par contre, la chronoponcture, c'est quelque chose qui paraît nouveau. Ça n'a rien de nouveau, j'imagine. C'est quelque chose que vous avez redécouvert. Alors la chronoponcture, oui, je l'ai redécouverte. J'ai rien inventé, moi. Hein. J'ai étudié dans les textes et j'ai sorti vraiment la quintessence de ces textes, puisque c'était quelque chose qui était absolument compliqué. La preuve, c'est que il y a un Sowen. Le Sowen, c'est un des livres majeurs des acupuncteurs. Et il y en a un qui a été écrit par le docteur Husson. Et lui, au chapitre 66, il dit « Je comprends rien, donc je mets juste la première page que j'ai à peu près compris. Pour les autres, il y a 72 pages sur ce chapitre. » Donc c'est assez complexe. Ça a été plusieurs années de ma vie à réfléchir dessus. Cette chronoponcture, en fin de compte, elle est issue d'une réalité, c'est que les méridiens qui participent dans notre corps, les méridiens qui constituent notre corps au niveau de l'acupuncture, ils sont considérés comme des fleuves. Et ces fleuves doivent circuler. Il doit y avoir un mouvement de haut en bas ou de bas en haut. Les fleuves suivent une direction. Et si dans ma vie je suis aligné, si je suis centré, eh bien il n'y a absolument aucune raison que ces fleuves soient perturbés. Mais s'il arrive un événement compliqué, eh bien cet événement compliqué peut
comme une pierre, par exemple, un éboulement, arriver dans ce fleuve, le bloquer, qui va faire qu'il va se tarir ou sortir de son lit pour suivre un autre chemin. Et à ce moment-là, il y aura un déséquilibre énergétique. La chronoponcture, chrono c'est le temps, poncture c'est piquer en fonction du temps, c'est-à-dire retrouver la date de cet événement traumatisant pour aller calculer le point qui a été à ce moment-là ouvert et bloqué. Puisque quand il va s'agiter, enfin quand il va y avoir ce traumatisme, le point va se fermer ou s'ouvrir selon des modalités un peu techniques, mais de toute façon, il va y avoir ce point qui va agir, et s'il reste en action, eh bien nécessairement, c'est le petite graine qu'on sème et qui petit à petit va s'amplifier pour en arriver encore une fois à faire des maladies. Donc, à partir du moment où on retrouve la date, on va pouvoir retrouver l'endroit du corps où s'est engrammée cette mémoire. Voilà. Et en piquant cet endroit, on va libérer la charge émotionnelle du trauma. C'est ça. Et la personne va pouvoir ne pas transformer en maladie. Reprendre son chemin. Et reprendre son chemin. Reprendre son chemin. Okay. C'est comme si vous étiez justement, tiens, on parlait de chemin, le chemin de Saint-Jacques, vous faites le chemin de Saint-Jacques, mais à un moment donné, il y a quelque chose dans votre sac qui est trop lourd. Voilà, si cette chose est trop lourde dans votre sac, soit vous pouvez plus avancer parce que vous faites des ampoules, soit vous êtes trop fatigué, soit vous avez mal au genou. En fin de compte, c'est pas le genou qu'il faut soigner. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le poids, la charge qui fait qu'on a mal au genou sur ce chemin. Donc il faut absolument travailler sur la cause du déséquilibre. Passons maintenant au Tao. Qu'est-ce que c'est en réalité? Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est une spiritualité? Le plus grand penseur philosophe, je pense, chinois aujourd'hui, c'est Chuang-Tzu, qui fait parler Lao Tzu, qui nous dit ceci dans le Tao Te Ching. Il nous dit que l'homme était au départ dans la nature. Et il avait le Tao. Le Tao, c'est pas une doctrine, c'est pas une philosophie, c'est pas une religion. Je dirais que c'est un processus de formation de la réalité. Un processus de formation de la réalité. C'est-à-dire, c'est regarder la nature et voir qu'elle a des flux et des reflux, sans forcer, sans jouer quelque chose. Elle est tout simplement à obéir à elle-même et aux forces qui s'exercent sur elle. Quelqu'un qui parle trop bien, quelqu'un qui veut faire trop de jeux, il est plus dans le Tao. Quelqu'un qui veut marcher trop vite par rapport à son rythme habituel, il est plus dans le Tao. Il faut regarder une plante pousser, elle est dans le Tao. Il faut regarder de l'eau s'écouler, elle est dans le Tao. Parce qu'elle cherche pas à être autre chose que ce qu'elle est. Et elle vit ce qu'elle est. Donc c'est le processus de formation de cette réalité. Et donc les Chinois disaient que anciennement, alors ils parlent c'est un texte qui a été écrit en 2000 en 1800 avant notre ère, et ils parlent des anciens, donc ça remonte encore plus. Ils disaient que avant on était dans le Tao, et qu'ensuite on a perdu le Tao, on est devenu vertueux. Et qu'ensuite on a perdu cette vertu, et on est devenu des êtres sociaux. Et c'est à chaque fois qu'il y a eu cette perte, eh bien, on a créé quelque chose. Quand on était dans le Tao, c'était le chamanisme. Pourquoi? Parce qu'il suffisait juste de parler à l'oreille du patient pour qu'il comprenne. Parce qu'il était tellement dans la nature, si on lui disait, je sais pas moi, il fait chaud, il faut que tu calmes ta chaleur intérieure, il l'entendait, il le comprenait. Aujourd'hui, on dit ça à un patient, il vous regarde avec des yeux bizarroïdes. Quand on a perdu un peu ce Tao, qu'on est devenu des êtres vertueux, il a fallu créer quelque chose d'autre. On a créé l'alchimie. Parce que l'alchimie, c'est justement transformer l'individu pour qu'il retrouve sa spontanéité et sa sincérité. Donc, on va lui enlever ses scories, ce qu'on appelle ses scories, c'est un petit peu, quand on est vertueux, on apprend, on commence à savoir, et on va enlever un peu tout ce savoir pour justement en arriver à être comme un bébé qui s'émerveille de tout ce qui se passe autour de lui. Parce que l'émerveillement est très important. Et quand on a perdu cette vertu, qu'on est devenu des êtres humains, on a créé l'acupuncture et particulièrement le Yiking au départ, c'est-à-dire un livre qui va nous permettre de comprendre les directions que je dois prendre dans ma vie. C'est-à-dire je suis
Je suis en train de m'adapter à un environnement, à des forces qui sont autour de moi. Pour autant, elles vont créer parfois des déséquilibres en moi. Donc, comment je les comprends, ces déséquilibres en moi? Justement, si je suis capable de m'aligner, de me réaligner, alors petit à petit, de cette humanité, je vais peut-être arriver à la vertu et pourquoi pas, au fil de ma vie, arriver de nouveau au Tao. Ce qui est caractéristique du Tao, c'est qu'il n'est pas question de croyance, en fait, mais plutôt d'observation, de ressenti. Alors, c'est là où ça devient compliqué, le taoïsme, parce que justement, le chapitre 1 du Tao Te Ching nous dit « Si tu parles du Tao, c'est que ce n'est pas le Tao. Si tu nommes le Tao, c'est que ce n'est pas le Tao. » Donc ça ne passe pas par la raison. Ça ne doit pas passer par la raison. Ça, c'est le ressenti. Et c'est pour ça qu'on prône le non-savoir. Moi, j'aime beaucoup Osho qui dit ceci, qui dit que il existe différents savoirs. Il y a le savoir quantitatif, c'est-à-dire qu'on va avoir de la connaissance, on va apprendre, on sera brillant, etc. Et ça, il dit, c'est une erreur. Et puis il y a le savoir qualitatif qui nous mène au silence. Donc le savoir quantitatif, on va beaucoup parler, ce que je suis en train de faire malheureusement. C'est là mon paradoxe du Tao. Pour Tao. notre plus grand bonheur. Et le savoir qualitatif, c'est le silence, parce qu'il n'y a pas de mots, on observe. Observer la nature, est-ce que la nature se pose une question de savoir si la graine doit germer, si elle doit sortir de terre, à quel moment elle doit sortir de terre, à quel moment elle va faire ses fleurs? Elle se pose pas ces questions. Elle suit les forces dans lesquelles dans lesquelles elle vit justement ce mouvement-là. Et c'est ça qui est important, elle le vit pleinement, sans se poser de questions. Nous, occidentaux, alors je pense aussi les Chinois d'aujourd'hui, parce que quand on fait la différence entre Occident et Orient, je parle de ça il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Mais nous, occidentaux, on se pose énormément de questions, beaucoup trop de questions, alors qu'il suffirait tout simplement d'être ici et maintenant. Pour reprendre un proverbe bouddhiste, quand je bois du thé, je bois du thé. Combien d'années il m'a fallu pour en arriver là? Alors, est-ce que vous pouvez définir les grands principes du Tao? Le grand principe, c'est wei wu wei, c'est agir dans le non-agir. Mais le non-agir ne veut pas dire qu'on n'agit pas. C'est on ne s'oppose pas aux forces en présence. Et c'est ça qui est compliqué, parce que déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire les forces en présence. C'est pas des forces que l'on voit systématiquement. C'est tout simplement être en fonction de cette nature. Par exemple, le soleil se lève tout au long de l'année, et il se couche tout au long de l'année, mais à des heures différentes. On devrait respecter ces horaires du soleil. Alors, en France, par exemple, on a 2 heures d'avance en été, ce qui est une vraie hérésie, parce que on ne respecte pas ce moment du soleil. Donc, on va se lever 2 heures plus tard que le soleil, alors qu'on devrait se lever plus tôt, mais donc se coucher plus tôt. Être taoïste, c'est difficile dans un monde qui prône l'être social, c'est-à-dire le soir, on va aux activités sportives, le soir, on dîne ensemble, parce qu'avant, il y avait une réunion qui se faisait au travers des travaux des champs, qui se faisait au travers de l'entraide. C'est pour ça qu'on parle beaucoup dans le taoïsme de cette entraide et du lien qu'il y a avec l'anarchisme. Attention, c'est pas l'anarchie de le casseur. L'anarchisme, c'est celui qui parle d'entraide. C'est Kropotkin qui l'a écrit, qui est un magnifique livre sur justement cette entraide. Et je pense que c'est le fondement de même, c'est-à-dire respecter la nature avec une grande phrase « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse » et l'entraide. Si on est capable d'être dans cet alignement-là et de suivre le flux de la nature, c'est-à-dire le soleil qui se lève et qui se couche, et tenter de nous rapprocher de cet horaire du soleil, puisque nous sommes des êtres de lumière, nous avons une pinéale, la glande pinéale, c'est celle qui nous permet d'identifier qu'il y a de la lumière pour se réveiller et d'identifier qu'il n'y a plus de lumière pour se coucher, mais on la fait pas fonctionner. On la fait pas fonctionner parce qu'il y a des néons, il y a des halogènes, il y a de la lumière partout. Plus c'est brillant et plus c'est bruyant, plus on perd le Tao. En fin de compte, le Tao, c'est pas l'agir dans le non-agir, c'est faire sans surjouer. Dès qu'on va faire en faisant plus, on n'est plus dans le Tao. Il faut que ça soit fluide. Ma pensée doit être fluide, mes actions doivent être fluides.
Mes réalisations doivent être fluides, mes désirs doivent être fluides. Par exemple, un désir non fluide, c'est un désir qui persiste. Et ça fait souffrance. Tandis qu'un désir qui passe comme un nuage dans le ciel, bah, c'est un désir juste, puisqu'il est dans la vogue du Tao. C'est être dans le flow. Flow. Donc la fluidité, c'est une donnée très importante dans le Tao. Et donc ça nous invite à nous conduire comme l'eau. Et je voudrais vous proposer de regarder un court extrait d'une interview de Bruce Lee qui parle justement de cette manière de se comporter comme l'eau. On va le regarder ensemble et je vous demanderai ensuite de réagir. Avec grand plaisir. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Donc qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, bon, déjà, ça m'inspire parce que Bruce Lee, ça a fait partie de ma jeunesse. J'ai fait tellement d'années d'aïkido qu'il faisait partie aussi, quand on est gamin, on a un petit peu ce monde, cet univers des arts martiaux. Et justement, cette notion de fluidité, bah, on la ressent bien dans les arts martiaux, surtout en aïkido, hein, parce que aïkido, do, c'est la voie, c'est le chemin, c'est le dao. Judo, c'est aussi le dao. Donc, c'est important de comprendre que qu'est-ce que c'est la fluidité dans les arts martiaux? Eh bien, c'est quand un mouvement se passe sans qu'on l'ait réfléchi, sans qu'on ait eu à forcer à un moment donné dans le mouvement. Ça a coulé. D'ailleurs, on en est même surpris parce qu'on se dit, bah, bon sang, c'est passé tout seul. Voilà. Et quand on arrive à cette fluidité, c'est là où on commence vraiment à apprécier l'art martial. Donc, l'eau, qu'est-ce que ça signifie? Bah, dans le Tao Te Ching, on parle de l'eau beaucoup parce qu'on dit que elle a cette humilité. En fin de compte, elle va vers le bas. L'eau, quoi que vous fassiez, vous la mettez dans n'importe quel endroit, elle ira toujours vers le bas. Mais elle n'est pas sotte. Si on lui met de la volition à cette eau, elle n'est pas sotte, parce que quand elle va vers le bas, ça veut dire qu'elle reçoit toutes les informations de celle qui vient du haut. Et c'est ça, en fin de compte, le Tao. C'est être le plus humble possible pour recevoir toutes les énergies qui viennent du haut, toutes ces forces qui viennent de droite et de gauche, d'en haut et du bas, pour justement être parfaitement dans le Tao. Donc, être humble, être dans l'humilité, c'est recevoir aussi toutes ces forces qui sont supérieures à nous. Alors, on va voir justement maintenant comment ces notions d'humilité, de non-agir, de non-savoir, etc., viennent rencontrer cette idée de souveraineté. Ça résonne un petit peu comme de la passivité, de la résignation. Il n'y a jamais eu cette notion dans le taoïsme de passivité et de résignation. Ce sont des mots, je pense, à exclure totalement. Ils sont au contraire, les taoïstes, ils sont dans l'agir. Ils disent bien qu'ils agissent, mais ils agissent sans en faire de trop. Ils agissent par leur présence. Dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle des choses que l'on fait qui ne sont pas conscientes et des choses que l'on fait qui sont conscientes. Là, je bouge mes mains, mais ça n'empêche que je les ai bougées parce qu'il y a le conscient qui s'y met. Mais ma respiration, elle est inconsciente. Le battement de mon cœur est inconscient. Eh bien, le taoïste dit que ça, c'est le Tao. Le Tao, c'est d'être dans cet inconscient-là, c'est-à-dire pas réfléchi. Dès que je vais commencer à réfléchir, je vais jouer. Et si je joue, je serai obligé de surjouer. Donc c'est ça qui ne va pas aller. Je dois laisser les choses s'écouler par elles-mêmes, sans interférer. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas participer. Je participe, mais en étant conscient de la direction que donne le Tao. Par exemple, manger des tomates actuellement. Est-ce que c'est dans le Tao ou est-ce que c'est pas dans le Tao? Bah, c'est pas dans le Tao puisque c'est pas la saison de la tomate. Mais si je le fais quand même, eh bien, ça veut dire qu'en moi, parce que quand on parle de souveraineté, on parle d'un État avec un président, mais on peut aussi dire, et ça c'est très clair là-dedans dans le Tao Te Ching, que c'est ma souveraineté, c'est moi, mon organisme, je suis le souverain de mon organisme. Et donc si je mange une tomate qui n'est pas dans la saison, alors j'informe mon corps qu'il n'est pas dans cette saison. Et donc je quitte le Tao. Donc déjà, l'alimentation, un petit geste nous permet de nous recentrer. Parce que on est fragile par rapport à ça. On est fragile parce qu'on a quitté cette nature. Et comme les forces
qui nous mettent dans le Tao sont des forces de la nature, comme on l'a quitté, il faut qu'on revienne à cette nature. Ce qui ne veut pas dire que je ne dois pas savoir et que je dois laisser les choses être passives. Au contraire, je suis actif, mais en respectant une loi qui est supérieure et qui dirige toute l'humanité. C'est pas des petites personnes avec leur égocentrisme qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi, qu'est-ce qui se passe en été, qu'est-ce qui se passe en hiver, qu'est-ce qui se passe en automne, qu'est-ce qui se passe dans les saisons, quels sont les fruits et les aliments qu'il y a dans ces saisons, comment se comporte la nature. En hiver, c'est quoi? Les arbres perdent absolument toutes leurs feuilles, il n'y a plus rien, c'est le désert. Toute l'énergie, elle est où? Elle est dans la terre. Eh bien, normalement, suivre le Tao, c'est rentrer chez soi. On rentre chez soi, on intériorise, on réfléchit aussi en soi, on a une pensée intérieure, on médite. Mais en été, tout était extériorisé. Donc on sort de chez soi. Les Chinois disent qu'il faut délier les cheveux, c'est-à-dire qu'en hiver, on tient les cheveux serrés pour pas perdre son énergie, et en été, on les ouvre, on les laisse libres pour justement que l'énergie puisse circuler. Rien que ça, c'est du Tao. On est dans un contexte de plus en plus totalitaire. Donc, comment se comporter face à une pression extérieure qui vient nous déposséder de notre souveraineté? On peut pas lutter contre des forces, on va dire, des forces qui ne sont pas celles de la nature. Là, c'est des forces, c'est des contradictions humaines, on va dire. C'est des puissances humaines qui ont décidé de faire un monde capitaliste, etc. Je vais pas rentrer dedans parce que je suis pas du tout, je connais pas assez. Mais par contre, comment on se place en tant que taoïste? Ça, ils pourront jamais l'enlever. Ils pourront jamais enlever les forces de la nature. Donc moi, il suffit que j'observe cette nature. Encore une fois, je vais reprendre mes tomates. Si moi, je mange mes tomates à la bonne saison, ça, ils me l'enlèveront pas. Et donc, je m'informerai, moi, que je suis dans le Tao. Et le taoïste, il va pas se prendre la tête à savoir si c'est bien ou pas bien ce qui est en train de se passer dans le monde. Ça, c'est de la réflexion, c'est des mots. Plus on parle, moins on ressent. Là encore, je vais prendre Osho qui dit, même les mots du dictionnaire, quand on a un dictionnaire, un mot est défini par des mots. Donc à la fin, on se perd là-dedans dans les mots. Donc il faut arrêter de penser avec des mots, il faut ressentir. Et ce qui se passe dans le monde actuellement, qui est chaotique, ne doit pas être chaotique en moi. C'est pour ça que la souveraineté, j'ai parlé du corps en amont, cette souveraineté extérieure, pour le moment, elle ne doit pas m'impacter. Malheureusement, elle nous impacte. Et c'est là où ça va pas. Mais si elle ne m'impacte pas, eh bien, je suis le garant que le Tao, à un moment donné, retrouvera son chemin dans l'univers en entier, parce que je suis le garant de ça. En fin de compte, ça va loin, ça va dans une responsabilité de vie. Si j'ai cette responsabilité, elle fera petite tache d'huile petit à petit, et puis à un moment donné, les choses reviendront par elles-mêmes à la notion de Tao. On dit que les ténèbres, la lumière, les ténèbres n'ont pas accepté la lumière. Je sais plus la terminologie exacte dans la Bible, mais c'est la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accepté. On est bien d'accord qu'il y a les ténèbres et la lumière, et c'est pas parce qu'elles l'ont pas accepté que la lumière n'existe plus, elle est toujours là. Il faut juste qu'elle trouve son temps opportun, sans surjouer, sans effort. Ce temps opportun, il viendra. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Par contre, il faut être le garant que le Tao est bien compris. Il faut que chacun d'entre nous comprenne bien en lui qu'il est une petite pierre pour l'édification de cette montagne qu'est le Tao. Qu'est-ce que vous diriez aux lecteurs de Nexus qui sont dans une démarche justement d'information, de réinformation, qui essaient justement, au contraire de ce que préconise le Tao, de se remplir la tête d'informations pour mieux comprendre ce monde, mieux se positionner et même mieux résister à ce qui nous est imposé actuellement. En l'occurrence, chercher l'information, se remplir d'informations, c'est sortir du Tao. Je ne pense pas que le Tao préconise d'être pas instruit. Je pense que l'instruction est importante. On peut lire Nexus parce qu'il y a des superbes articles qui sont faits en plus avec, je pense, profondeur.
c'est on va chercher sans mentir, sans leurrer. Donc je pense que c'est important d'avoir cette lecture-là. Maintenant, de rester plein, c'est là où il ne faut pas faire cette erreur. C'est-à-dire de rester plein. Je prends, j'analyse, mais ensuite, il faut que je le vide. Parce que sinon, à force de se remplir, c'est là où on devient c'est là où on entraîne un système à devenir anxiogène. Et ce système anxiogène, c'est d'être capable, en fin de compte, de le prendre, d'analyser. Vous avez dit résister, par exemple, qu'il faut résister. Je ne pense pas. La résistance, c'est un mot justement qui est anti-taoïste. Parce que quand on résiste, alors on met une force supplémentaire aux forces existantes. Et ça ne peut que aller vers le pi. Au contraire, il faut être dans la fluidité. Encore une fois, cette notion d'eau, d'humilité. Je prends, je respecte ce qui est dit, je comprends ce qui est dit, je comprends aussi les histoires qu'on est en train de mettre en place. Par exemple, on peut parler des injections Covid, par exemple. Ces injections Covid, ça a été, est-ce que c'est une vérité, est-ce que c'est un mensonge? Moi, j'ai mon opinion. Après, je me forge mon opinion, mais ça ne veut pas dire que je vais la transmettre, que je vais participer à des actions, parce que si je participe à des actions, je mets une force de résistance. Au contraire, ça doit me donner la capacité d'être encore plus fort, de rester vide en moi et centré, sans que ces puissances-là extérieures puissent entrer en moi. C'est une culture qui nous permet de garder notre centre. Et ça me fait penser à quelque chose qui est important, me semble-t-il, c'est que pour définir le Tao, c'est pas rajouter quelque chose, c'est enlever quelque chose. Pour le définir, il faut enlever. Il faut enlever la volonté. Il faut enlever la volonté de modifier quelque chose. Il faut enlever le désir. Par exemple, dans le Sowen, il est bien dit que les désirs sont les choses qui sont les plus nocives pour l'être humain. J'avais le désir, à un moment donné, j'ai eu le désir que les êtres humains s'unissent pour pouvoir faire une force qui s'oppose à ce qui était en train de se passer dans ce monde. Mais ça n'existe pas, ça. Parce que on n'est pas tous sur le même endroit sur ce chemin. Donc nécessairement, il y a des gens qui vont être bien, des gens qui vont être moins bien. J'ai été moins bien, donc j'ai perdu à ce moment-là le Tao. Je pense que j'ai plus de force en étant cette lumière aujourd'hui, petite lumière, que chacun d'entre nous est, face à ces ténèbres, et de savoir qu'à un moment donné, les ténèbres disparaîtront parce que cette lumière, elle existe. Ce qui nous unit, c'est quand on commence à se retrouver soi. Et quand on commence, me semble-t-il, à respecter les ordres de la nature. C'est la nature le maître. Le seul maître, s'il y a un mot à dire, le seul maître, c'est la nature. Et si on était capable de retrouver cette nature, on serait tous apaisés. Le Tao est né en Chine, qui est aujourd'hui un régime de contrôle de masse, aux antipodes des valeurs taoïstes. Qu'est devenu l'héritage taoïste? Justement, c'est une très belle fin, ça, parce que il existe. Il y a dans les montagnes du Wudang, par exemple, il y a un temple. Le temple, c'est un des plus grands temples taoïstes. En fin de compte, il y a 5 temples taoïstes. Il y a 5 montagnes où il y a 5 temples taoïstes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont éloignés de ce monde qui s'agite, et puis ils œuvrent eux-mêmes. La preuve, c'est que sans qu'ils fassent quoi que ce soit, ils n'ont pas Internet, on entend parler d'eux. Donc comment on peut entendre parler de personnes qui sont dans un monastère au fin fond d'une montagne pour y accéder, il faut se taper 15 000 marches. Comment on fait ça? Comment ils ont pu transmettre ça? Tout simplement que là où ils sont, c'est vide. Ce vide-là, c'est le vide parce que c'est fluide, parce que toutes les forces convergent vers cet endroit-là. Et obligatoirement, ça appelle n'importe qui. Donc on dit que si on a le cœur vide, alors c'est pas, encore une fois, c'est très taoïste, Le cœur vide, c'est un réceptacle d'amour. Voilà. Mais on peut recevoir l'amour que si on est vide. Celui qui a le cœur plein, il reçoit rien. Donc s'il est plein de fatuité, s'il est plein d'un amour inconditionnel pour X chose, de fanatisme, s'il est plein de désir, etc., il sera de toute façon pas dans l'amour. L'amour, c'est que le cœur est en vide. Les taoïstes pratiquent dans leur monastère justement ce cœur vide. Cette voie, c'est le ziran, ça s'appelle. C'est cette force-là du cœur vide qui nous permet que tout converge à un moment donné vers cette
ce centre-là. C'est un petit peu être comme la polaire, l'étoile polaire, c'est très chinois aussi, hein. L'étoile polaire, c'est celle où on voit, quand on regarde le ciel, elle ne bouge pas et toutes les étoiles, toutes les constellations tournent autour de cette étoile polaire. Eh bien, c'est arrivé chacun d'entre nous à être cette étoile polaire. Parce que si on est cette étoile polaire, c'est-à-dire calme, fixe, centré, alors tout autour de nous s'organise. Et ça, quelles que soient les puissances du monde extérieur, obligatoirement, on est plus fort là, ici et maintenant. Un mot de la fin? On entend les oiseaux. Je crois que c'est ça.